Et tout un an de recherche pour mon doctorat en sciences anthropologiques à l'université de Turin en Italie. Et sur mon positionnement, je dois dire que j'étais à la fois membre de l'équipage, comme leader du bateau de sauvetage et chef de mission, c'est ça le nom, et aussi chercheuse. Donc, mes recherches portent sur la relation entre les différentes échelles, entre les agents sous-étatiques, les ONG et les micro-pratiques individuelles des personnes qui sont en bord des bateaux de sauvetage. Les personnes qui vont secourir et les personnes qui sont secourées. Aujourd'hui, je vais essayer de présenter les différents états politiques et réglementaires de la relation entre les États européens, en particulier l'Italie, et les navires des ONG. Et donc, sur les effets qu'ils ont eu sur les pratiques à bord. Donc, je pense que pour commencer, c'est bon d'utiliser une métaphore qui a inventé de chercheurs Charles Heller et Lorenzo Pezzani sur le flux et les flux des marées et qui s'étendent et se retirent du rivage des États côtiers vers les profondeurs de la Méditerranée, mais aussi à l'intérieur des terres, du littoral vers les territoires de l'Union européenne et des États voisins. Je pense que ce métaphore c'est efficace pour lire les pratiques des contrôles et des assistances ou non-assistance à l'égard des migrants. Les mouvements de ce miroir des marées qui affectent simultanément la terre et la mer sont liés, mais ne sont pas tous les jours synchroniques. Il y a des tendances récurrentes, mais aussi des courants croisés, et les pratiques de contrôle et de non-assistance sont ébranlées par la capacité autonome et persistante des migrants à franchir collectivement les frontières. Donc, il y a beaucoup de reconfigurations à un niveau régional dans la Méditerranée, mais aussi plus haut avec les États européens et africains. On peut dire qu'après une longue phase de non-assistance de la part des pays européens, après le tristement célèbre naufrage des 3 et des 11 octobre 2013, il y a eu une période de sécurisation de l'humanitaire. Ça veut dire que le gouvernement italien a pris en charge les opérations de sauvetage en Méditerranée avec l'opération Mare Nostrum, menée par la marine italienne. Malheureusement, cette opération a été de courte durée en raison des coûts de son financement et des accusations de l'agence européenne Frontex d'agir comme un facteur d'attraction, un pull factor, pour le départ. Une thèse qui a été démentie à maintes reprises à l'époque et par la suite. Mais de nombreuses organisations de recherche et de sauvetage ont vu le jour exactement entre le 2014 et le 2015, quand Mare Nostrum a été fermé. En réponse à la fermeture de cette opération, il y a eu une première phase de coopération entre les ONG et l'État italien et les différentes autorités. Pendant cette phase, les organisations non gouvernementales et les autorités ont communiqué et elles ont mené concrètement ensemble les opérations de sauvetage, se coordonnant et se communiquant. Les autorités nationales et supranationales donc ont confié les opérations de recherche et de sauvetage aux organisations considérées comme des anges de la mer. Ça était la narration en Italie. Donc les bateaux de sauvetage et les secouristes comme des anges de la mer. Mais en 2017, cependant, le gouvernement italien, soutenu
par l'Union européenne, a mis en place des règles de plus en plus restrictives pour tenter l'externalisation des frontières vers des pays tiers, comme pour les pactes entre l'Union européenne et la Turquie. En 2017, en mettant en place une vaste zone de recherche et de sauvetage, donc une zone SAR, en Libye. Et en même temps, on a essayé de délégitimer et criminaliser les réseaux de solidarité qui soutenaient les personnes en mouvement. Donc les ONG de recherche et de sauvetage font partie de ce réseau de solidarité qui a criminalisé. Et on peut voir, par exemple, les codes de conduite pour les ONG imposés par le ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, en Italie, en 2017. La criminalisation est d'abord passée par les outils du droit pénal en Italie. Donc les capitaines et les chefs de navires humanitaires ont été accusés de faciliter l'immigration irrégulière et il y avait un changement dans la narration. Donc ces bateaux, des anges de la mer, sont devenus des taxis de la mer. Et donc finalement des trafiquants. La réponse des ONG a été à l'époque, entre 2017 et 2020, très conflictuelle. Pour de nombreuses ONG, en effet, plutôt qu'une opération purement humanitaire, le sauvetage de mer devient à ce moment-là une action militante de lutte contre les frontières et pour la liberté de circulation, contre les États-nations et pour une perspective antiraciste et anticoloniale. La mer, dans cette période-là, a été une arène politique où les luttes intersectionnelles se présentent ensemble. Cependant, à partir de 2020, également en raison de la pandémie mondiale de Covid, une réglementation générale des frontières a été instrumentalement justifiée par les tentatives de limiter la propagation du virus. Et dans ce cadre, les arrivées par mer d'étrangers illégaux, incontrôlables et donc dangereux, ont été soumises à des mesures bureaucratiques plus strictes visant à restreindre les actions des ONG et des personnes en mouvement. Donc l'Italie a déclaré que ces ports ne pouvaient être considérés comme sûrs en raison de l'épidémie virale et la monopolisation du discours public par les gouvernements de droite et anti-migration a été remplacée par des sanctions civiles et des récits pour apaiser qui, tout en aboutissant à des résultats similaires, à savoir les blocages des navires de sauvetage et donc l'abandon en mer des personnes en détresse et plus en plus de disparus, ont cherché à rendre des processus plus invisibles. Donc, les gouvernements ont commencé à criminaliser principalement par le biais du droit administratif. Cela a entraîné une bureaucratisation croissante de la gestion des navires et à laquelle de nombreuses ONG ont répondu par une hyper-professionnalisation pour tenter d'échapper à une détention illégale. Les résultats, dans la plupart des cas, a été la dépolitisation du scénario et une humanitarisation du sauvetage. Au niveau de la société civile, il est devenu plus difficile de créer une dissidence car il a été difficile de lutter contre la papérasserie, on peut dire. Là, à nouveau, le scénario a changé depuis l'automne de 2022 avec un nouveau gouvernement d'extrême droite en Italie dirigé par Giorgia Meloni avec Matteo Piantedosi au ministère de l'Intérieur. Le décret dit Piantedosi 1, le premier décret, consacre un nouveau code de conduite pour les ONG en mer, qui aura un effet direct sur les opérations au cours des 2 prochaines années. En fait, le décret vise à établir des règles dont la violation entraîne une sanction administrative et le blocage du navire. L'intention n'est pas seulement d'arrêter les navires dans la pratique, mais aussi d'agir comme un moyen de dissuasion. En outre, la politique des ports éloignés est mise en place. En effet, contrairement aux années précédentes, les navires ne sont plus
contraints d'attendre jusqu'à 2 semaines avant de se voir attribuer un porte ou débarquer les personnes secorues. Au contraire, ils se voient attribuer un pas immédiatement après le premier sauvetage, même s'ils pourraient en effectuer des autres, et dans des lieux très éloignés des zones d'opération, y compris Gênes, Ravenne, Livourne, dans le nord de l'Italie, voire à des centaines de milliers. Cela a un fort impact sur les organisations en ce qui concerne les coûts énormes pour l'effet des voyages inutiles, et il les éloigne délibérément des endroits où il sera nécessaire pour faire du sabotage. Dans le même temps, de nouveaux accords, par exemple avec la Tunisie, sont mis en place pour empêcher les départs et arrêter les migrants avant même leur arrivée dans les zones susceptibles d'être secourus par les autorités italiennes, avec aussi la création d'une nouvelle zone SAR tunisienne, selon un pattern similaire à celle de la Libye. Cependant, ces mesures se sont révélées inefficaces en 2023, lorsque plus de 160 000 personnes sont arrivées en Italie pour voie maritime. Dans ce contexte, Meloni a créé une mise en scène parfaite qui a à la fois voilé et justifié sa politique mortière. Si en 2016 le chiffre était plus élevé, en fait, la gestion généralisée des sauvetages et des débarquements dans toute la Sicile par les autorités maritimes italiennes avait fait que le sentiment d'invasion n'était pas perçu, comme ce fut le cas en 2023. Les blocages des ONG, en 2023, les ONG ont réalisé seulement les 5% de sabotage. Rien. Donc, détruisant encore l'idée qu'il constitue un facteur d'attraction. Et l'attribution de la grande majorité des sabotages aux gardes-côtes de Lampedusa ont fait que Lampedusa, comme déjà dans d'autres certains moments, par exemple en 2011, sont devenus l'emblème de la frontière envahie par les migrants. En réalité, cela s'est produit en raison d'un choix politique spécifique qui a créé un bloc sur l'île et donc une surpopulation qui pourrait alors justifier la violence des mesures anti-migratoires. Dans ces différentes phases, les ONG ont tenté de réagir pour continuer à apporter leur aide et créer de nouveaux réseaux de solidarité au sein et au-delà de la Méditerranée. Pendant mon recherche et engagement à bord, j'ai eu l'occasion de faire face à diverses impasses politiques. D'une part, par exemple, de nombreuses organisations ont dû se doter d'un appareil bureaucratique complexe pour tenter de faire face aux demandes arbitraires de l'État italien. Cela a également conduit à une certaine professionnalisation, donc à l'atteinte d'un niveau de plus en plus élevé dans la conduite des opérations de secours dans les ONG, qui, bien que créées pour rappeler aux autorités leurs devoirs, se sont souvent retrouvées à devoir les remplacer. Dans le même temps, la perte de la criminalisation a conduit, dans certains cas, à réduire les espaces d'action et d'imagination, de peur de ne plus pouvoir opérer. En même temps, de nombreuses organisations ont limité leur champ exclusivement aux procédures de sauvetage et c'est tout comme il s'agisse d'un accident assisté par une ambulance. Les secours risquent ainsi d'être réduits en dimension d'urgence qui voient les contextes plus larges dans lesquels ils doivent avoir lieu, ainsi que les responsables des politiques qui les provoquent. Face à ces cadres qui pourraient être compris dans la matrice des nécropolitiques dont parle Achille Mbembe, je crois qu'il est essentiel de toujours prêter attention également aux micro-pratiques et aux formes créatives et actrices de sens et d'action. Si d'une part, en effet, l'agent ne s'arrête pas juste parce qu'il y a un nouvel obstacle posé par les régimes européens des frontières ou confié à des pays tiers, même à bord des navires, il est possible de trouver des tiers espaces, des espaces entre les deux, alors que les naufragés, les migrants, les réfugiés et les personnes qui aient toutes ces choses et bien d'autres ensemble n'ont pas encore débarqué sur les sols européens.
Dans les espaces de coexistence à bord de certains navires, il est en effet possible de créer des réseaux de solidarité active dans lesquels les partages d'informations, de soins et de soutiens prennent des formes horizontales et partagées, et dans lesquels le sauvetage ne doit pas être compris exclusivement comme une forme d'assistance d'urgence à la vie nue, plutôt comme une forme radicale de partage des horizons pour révolutionner le monde. Cela signifie que même si les sauveteurs jouissent généralement de formes plus ou moins évidentes de privilèges, la possibilité d'accéder à des navires découle de la possibilité même de posséder des documents qui permettent de se déplacer dans des espaces internationaux et qui sont précisément ce qui n'est pas accordé à ceux qui doivent être secourus, construisant ainsi une asymétrie consubstantielle entre sauveteurs et secourus. Mais bien que ça, le sauvetage peut être perçu dans un certain cas comme une forme de lutte, non pas tant pour les autres qu'avec les autres. Ce que je veux dire, c'est que dans certains cas, pour certains sauveteurs, les sauveteurs perçoivent qu'ils vivent dans un monde construit sur des inégalités où il est nécessaire de lutter contre les formes d'exploitation et d'oppression d'abord et avant tout dans sa propre société. Mais parce que ces formes d'oppression sont systématiquement similaires, il est alors nécessaire de s'allier à l'échelle transnationale. En ce sens, il est important de souligner que la criminalisation ne touche pas exclusivement les personnes qui exercent des formes de solidarité, mais aussi et surtout les personnes qui se mouvent, qui se bougent, qui, une fois arrivés en Italie et en Europe, disposent généralement de moyens différents de ceux des sauveteurs pour faire face au processus d'accusation dont elles font l'objet. En Italie en particulier, la construction de l'idée du scafiste a servi de bouc émissaire politique depuis les années 1990. Excusez-moi. Donc cette figure a pris au fil du temps des significations diverses, de celui qui conduit les bateaux, littéralement, à l'organisateur des réseaux de trafic d'êtres humains, avec ou sans exploitation économique et morale des personnes en mouvement. Et donc, ces personnes qui utilisent les trafiquants, les scafistes, sont écrasées à la figure des victimes forcées des personnages mystérieux à qui l'on fait absorber le caractère tragique des morts en mer et leur responsabilité. Même dans la rhétorique des derniers gouvernements italiens, les passeurs, les scafistes, deviennent l'emblème du tragique du naufrage, accusés d'être le vrai responsable dont la capture mettrait fin à la violence frontalière. Derrière cet artifice rhétorique se cache la volonté de détourner l'attention des vraies responsabilités au niveau européen et italien et la violence structurelle des régimes frontaliers imposés par l'Union européenne. Les scafistes, appelés par les médias italiens pirates, trafiquants, assassins, et pour cette raison arrêtés sur les sols italiens, est en réalité un personnage aux multiples facettes qui, dans certains cas, appartient à des réseaux plus vastes d'organisation et d'exploitation des départs, mais qui souvent, tout en conduisant les bateaux sur lesquels il se trouve, est une personne qui, comme les autres, essaye d'atteindre le rivage, qui risque lui-même sa vie pendant la traversée, comme en témoignent les nombreux naufrages de ces dernières années, dans lesquels le conducteur n'a certainement pas été sauvé. Au contraire, dans un régime frontalier violent qui influence radicalement les économies informelles et formelles, il semble intéressant de réfléchir à la manière dont les compétences liées à la mer et à la pêche peuvent être réappropriées par les personnes qui migrent pour tenter de garantir des formes d'accès à la sécurité et à la circulation. Le processus de criminalisation de ces sujets-là, renforcé par le gouvernement Meloni en Italie, est donc plutôt à court-vue, car il ne touche pas aux causes structurelles qui donnent forme au phénomène de la migration clandestine. Donc, pour finir, l'espace de la mer, qui a été au centre de la réflexion du projet Hermeneutica, dans une certaine mesure, spécifiquement la Méditerranée, devient un espace plein de significations et de pratiques qui méritent d'être étudiées de près.
Frontière mortière ou espace de solidarité, l'humanité qui l'habite ne cesse de lui donner de nouvelles formes. Et donc, comment chercheurs et chercheuses, on va essayer de l'investiguer au mieux possible. Et merci beaucoup.